Voici le plus vieux char français, le Schneider. Son nom vient de l'industriel qui l'a construit, Schneider ou le Creusot. Ce véhicule est tout entier pensé pour la guerre de tranchées. Il possède des chenilles issues d'un tracteur américain. Il a un rail à l'avant qui est conçu pour couper les barbelés et son blindage est capable d'arrêter les balles allemandes, qu'elles soient tirées de fusils ou de mitrailleuses. Il n'existe pas, lors de la première utilisation du Schneider, de canon anti-char, car le Schneider apparaît sur le champ de bataille à partir d'avril 1917. C'est la première utilisation d'un char d'assaut français de toute l'histoire. Son canon de 75 est très court, on peut voir la trajectoire de son projectile à l'œil nu, mais vous ne le voyez pas assez pour pouvoir l'esquiver. Notre char est le seul au monde encore en capacité de rouler, car il est tout simplement le seul encore existant au monde sur une production de 400 exemplaires. Il a été sauvé car il a été offert aux USA après la Première Guerre mondiale et les États-Unis nous l'ont rendu en 1987. Les chars français n'ont pas été les seuls à servir sous les couleurs françaises pendant la Seconde Guerre mondiale. Suite à la défaite de 1940, les forces françaises libres, qui continuent le combat, vont être équipées en matériel allié. Et le char allié le plus employé par nos troupes lors de la libération de la France est le fameux M4 Sherman. Ce Sherman M4 a un nom bien particulier, Champaubert. C'est le nom d'une localité française où Napoléon remporta une victoire en 1814. Ce n'est cependant pas le nom d'origine de l'engin qui est devant vous, c'est un hommage à l'un des 3 premiers Sherman entrés dans Paris et arrivé à l'hôtel de ville le 24 août 1944. L'engin qui est devant vous est un M4A1, car on peut bien constater que sa caisse est moulée. Ce char est l'un des plus connus de toute la Seconde Guerre mondiale et c'est justifié. Il est le char standard de l'armée américaine à l'époque du débarquement en Normandie. Les Américains l'ont appelé Medium Tank M4. Les Britanniques n'ont pas trouvé ça très joli et l'ont surnommé Sherman, du nom d'un général américain de la guerre de sécession. Le terme a plu, et à présent, la plupart des passionnés l'appellent Sherman. Le canon d'origine était trop peu puissant en anti-char. C'était un canon de 75 mm. Il a été remplacé par ce canon, beaucoup plus efficace, qui est d'un calibre de 76 mm,2. Souvent, une erreur est faite avec le canon de 76,2 anglais, le 17 pounder. Vous pouvez facilement comparer. Voyez l'extrémité du canon. Ici, il n'y a pas de frein de bouche, c'est-à-dire cette partie finale où il y a des trous sur les côtés. Quand il n'y en a pas de frein de bouche ou quand l'ouverture du frein de bouche est plutôt de section rectangulaire, il s'agit du canon américain. Si les trous latéraux du frein de bouche sont ronds, vous êtes devant un 17 pounder, le canon britannique. Et d'ailleurs, vous pouvez observer un canon britannique sur un Sherman dans le musée. C'est un Firefly et ce véhicule nous a été prêté par le musée belge des blindés. Avec ces canons, il est possible de s'attaquer aux blindés les plus lourds que les Allemands pouvaient aligner à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le blindage frontal reste extrêmement difficile à percer. Par contre, les flancs peuvent être percés à longue distance. Avec le canon américain, vous pouvez détruire un Panther à plus de 1500-2000 mètres sur le flanc. Le Sherman va rester en service dans l'armée française jusqu'au début des années 1960 et ces véhicules vont être remplacés peu à peu par des productions nationales. Le premier char français produit après la Deuxième Guerre mondiale est l'AMX-13. Pensé pour le soutien et le combat anti-char, ce char léger équipe la cavalerie française et l'infanterie mécanisée à partir de 1952. Quelques mots sur son nom. AMX pour Atelier d'Issy-les-Moulineaux, 13 pour la quêterie de poids, 13 tonnes. Sa tourelle est très spéciale, c'est une tourelle oscillante. Tout le haut de la tourelle est solidaire du canon. Cela a plusieurs avantages. Le premier est de pouvoir monter un puissant canon tout en ayant une tourelle relativement légère, intégrable sur un véhicule léger comme l'AMX-13. L'arrière de la tourelle est dédié à un système de rechargement automatique qui permet de réduire l'équipage à 3 hommes. Son prix modique et ses performances lui assurent un très grand succès à l'exportation, en Asie, en Amérique du Sud, en Europe et en Afrique. Il est déployé à l'occasion de différents conflits, la crise de Suez, la guerre des 6 jours et la guerre Inde-Pakistan, la deuxième du nom, du côté de l'Inde.
Il fut amélioré de nombreuses fois et sa puissance de feu est peu à peu augmentée en même temps que la protection des chars adverses a augmenté. Il est d'abord équipé d'un canon de 75 mm et la version qui vous est présentée ici a un canon de 90 mm. Vous pouvez aussi découvrir dans le musée une version équipée de missiles anti-chars SS-11 et dans la rangée extérieure des AMX-13, un char équipé, lui, du 105 mm. Nous allons poursuivre à présent avec des véhicules spécialisés en commençant par l'AMX-30 Roland. Voici un AMX-30 Roland 2, un véhicule blindé destiné à une lutte antiaérienne basée sur le char de bataille AMX-30 qui équipait l'armée française avant le char Leclerc. Roland est le nom du système d'armes antiaérien. Il est issu d'une coopération franco-allemande commencée sur le sujet dans les années 1960. Son missile, de plus de 60 kg, est radioguidé. Placés de part et d'autre de la tourelle sur leur rampe de lancement, deux missiles sont prêts au tir. Ils peuvent intercepter un aéronef jusqu'à 6000 mètres d'altitude. Le rechargement est entièrement automatique, les rampes s'abaissent et vont chercher un nouveau missile dans les soutes latérales qui comptent chacune 4 missiles. Le réapprovisionnement est effectué en 10 secondes. Les AMX-30 Roland 1 entrent en service dans l'armée française en 1977 et les Roland 2 sont livrés à partir de 1981. Pour différencier le premier modèle du second, il suffit de compter les radars. S'il n'y en a qu'un, c'est un Roland 1. S'il y en a deux, c'est un Roland 2. Nous voyons ici deux radars. Le premier est le radar d'acquisition. Il est à l'arrière de la tourelle, tourne sur lui-même. Il est capable de détecter un objectif jusqu'à 16 km de distance. Une fois la cible acquise, il s'agit de ne pas la laisser s'échapper et c'est alors le radar de poursuite, situé à l'avant, qui va se charger de cela. Si le radar permet de trouver l'ennemi aérien, les choses sont différentes au sol. Un véhicule de reconnaissance, un EBR. Voici l'EBR pour engin blindé de reconnaissance. Conçu par Panhard, il est entré en service en 1951 dans l'armée française. Son rôle principal est de mener des missions de reconnaissance, mais cela ne l'empêche pas de pouvoir affronter des véhicules blindés ennemis grâce à son puissant armement. Pour ce faire, il est équipé d'une tourelle oscillante, mais d'un autre modèle que celle de l'AMX-13. Sa capacité anti-char fut même améliorée. Il est équipé au départ d'un canon de 75 mm, mais sera réarmé comme vous pouvez le voir devant vous. L'engin présenté est un EBR 90 F1, l'amélioration 1964. Avec un nouveau canon de 90 mm CNF2 capable de tirer des munitions plus puissantes. Il possède 4 membres d'équipage, 2 hommes dans la tourelle, un pilote à l'avant et un autre pilote que l'on appellera l'inverseur à l'arrière. En tant que véhicule de reconnaissance, il faut en effet pouvoir se dégager rapidement d'un mauvais pas. Ces 2 postes de pilotage lui permettent d'aller dans les 2 sens à plus de 100 km à l'heure. Si le pilote tombe dans un piège ou dans un endroit où il n'est pas possible de faire demi-tour rapidement, il va activer une manette qui s'appelle l'inverseur, qui neutralise ses commandes et les donne à l'homme qui est dos à lui, c'est-à-dire l'inverseur. Remarquez aussi les 4 roues centrales, toutes métalliques, qui sont dites agricoles. Placées au milieu de l'engin, elles peuvent s'abaisser lorsque celui-ci est sur un terrain difficile. Pour les déplacements sur route, ces roues sont relevées et cela permet de gagner de la vitesse et d'augmenter la mobilité. Nous allons à présent voir un dernier véhicule, un engin de dépannage cette fois-ci, l'AMX-30.
et pour dépannage. Ce véhicule est basé sur la MX-30, tout comme le Roland l'était, et son but est de dépanner et de récupérer les chars de bataille à MX-30. Son treuil a une capacité de traction de plus de 35 tonnes et le char lui-même a une capacité de plus de 45 tonnes. Observez son flanc droit. Vous pouvez y voir une grue hydraulique. Celle-ci est capable de soulever 15 tonnes pour des opérations de manutention lourdes. C'est largement suffisant pour opérer le remplacement d'un groupe motopropulseur de chars bataille AMX-30. Le bras de la grue peut atteindre la plage arrière de la MX-30D et cette plage arrière peut permettre de stocker des outils, des pièces détachées, voire un groupe motopropulseur complet. Si le véhicule doit récupérer un véhicule sérieusement bloqué, embourbé ou bloqué par des cailloux, la MX-30D est équipée d'une lame bulldozer pour dégager le véhicule à récupérer, ou en panne. Potentiellement, en cas de conflit, la récupération des véhicules peut être effectuée alors que l'adversaire est encore proche, d'où l'importance d'un certain degré de protection. Le véhicule est blindé, bien entendu, mais aussi équipé d'une mitrailleuse au niveau de son tourello, de façon à faire face à toute mauvaise rencontre. La démonstration dynamique est à présent achevée. Toute l'équipe du Musée des Blindés vous remercie.